Chaque année, la production mondiale d'insectes comestibles augmente de plusieurs milliards de tonnes. Incroyable, non? Et qui aurait cru que ces petits vers de cocotier pouvaient rapporter jusqu'à 1 500 $ américains par mois aux fermiers d'Asie du Sud-Est? On les considère comme un mets délicat, un super aliment et même un ingrédient cosmétique. Mais qu'est-ce qui les rend si précieux? Comment monter un business rentable à partir d'une simple petite ferme, au point d'intéresser aussi bien les États-Unis que l'Europe? Reste bien jusqu'à la fin, tu découvriras des infos renversantes qui changeront peut-être ta vision de l'avenir alimentaire. L'élevage des vers de cocotier est devenu un vrai filon pour les fermiers d'Asie du Sud-Est. Curieux de connaître leurs secrets pour gagner autant de fric grâce à ces petites bestioles. Allez, on plonge direct dans le sujet et on voit ce qu'on peut en apprendre. Les larves de la famille des charançons, surnommées vers de cocotier, se nichent dans les cavités des palmiers, comme les cocotiers. Elles ont un corps blanc ivoire, tout mou, d'environ 2,5 à 5 cm de long. Dans certains pays comme le Vietnam, la Thaïlande ou l'Indonésie, ces vers sont considérés comme un mets raffiné, grâce à leur rareté et leur valeur nutritive. Pour les élever efficacement, les fermiers ont mis au point des méthodes qui imitent l'environnement naturel de ces insectes. Au lieu d'utiliser de vrais troncs infestés, ils se servent de bûches de bois tendre, traitées pour éviter les maladies, ou de troncs coupés, placés ensuite dans des conteneurs d'élevage. On enrichit le sol avec du paillis et des fibres de coco, offrant aux vers une base nutritive. On ajoute aussi de la tourbe de coco, extraite de la coque, pour conserver l'humidité. Il faut que le sol draine bien, tout en restant suffisamment humide pour soutenir la croissance. En gros, on recrée l'intérieur d'un tronc de cocotier. Certains agriculteurs y ajoutent même du fumier ou des engrais organiques pour booster les nutriments. Et on veille à maintenir un pH neutre. Comment tout ça se développe? D'abord, on introduit les charançons adultes dans le substrat. Ils pondent des œufs, qui éclosent en larves. Nos fameux vers de cocotier. Ces larves se nourrissent uniquement de bois et d'autres matières organiques, ce qui facilite leur élevage en milieu contrôlé. L'important, c'est que le bois ne s'assèche pas trop vite ni ne pourrisse à toute allure. Sinon, la croissance et la qualité des vers en souffrent. Dans ce système, on surveille donc de près l'humidité, la température et la propreté. Des inspections régulières évitent la moisissure et d'autres problèmes. Pour des vers top qualité, on remplace rapidement le bois abîmé. Après une trentaine à une quarantaine de jours, ils atteignent la taille idéale pour la récolte. Les plus gros, bien dodus et juteux, sont parfaits pour la vente ou la transformation. On les ramasse en douceur, afin de préserver l'hygiène du milieu et de ne pas abîmer les vers, car leur état final dépend de ces précautions. Pour garder leur goût et leur texture, on peut les conserver dans des boîtes en plastique bien aérées, à une température comprise entre 35 et 40 degrés Celsius, ou alors les consommer frais, juste après la cueillette. Certains fermiers choisissent de prolonger leur croissance après la récolte, pour les vendre plus cher plus tard. En Asie du Sud-Est, le kilo de vers de cocotier se négocie entre 10 et 12 $ américains, selon l'offre et la demande. Dans des pays comme la Malaisie ou la Thaïlande, la demande grimpe en flèche. Avec leur saveur crémeuse et leur texture délicate, ils se dégustent en soupe, grillés ou encore sautés aux épices. Ils sont considérés comme un mets de choix pour leur haute teneur en protéines et vitamines, et pour leur goût unique.
Se spécialiser dans l'élevage de ces vers devient de plus en plus populaire et offre aux fermiers une source de revenus stable et lucrative. Autrefois un plat exotique réservé aux restos huppés, les vers de cocotier sont même devenus un encas de rue, attirant les touristes curieux du monde entier. Ils ont un goût riche, une texture onctueuse et, bien cuits, dégagent juste un léger arôme naturel. Attention toutefois, les manger crus peut provoquer des infections et la transmission de bactéries, alors une cuisson appropriée est obligatoire. Au-delà de la cuisine, ces vers ont aussi leur place dans l'industrie cosmétique. Les protéines et nutriments contenus dans leurs extraits sont très appréciés dans les produits de soins pour la peau et les cheveux. Savon, shampoing, lotion. Ils hydratent, apaisent et stimulent la régénération cellulaire. Des recherches sont même en cours sur leurs éventuelles vertus thérapeutiques. Certains scientifiques pensent que certaines molécules présentes dans ces larves ont des propriétés antioxydantes, susceptibles d'aider à prévenir les maladies et d'améliorer la santé globale. Face à l'engouement pour ces larves hors du commun, leur utilisation en gastronomie, cosmétique et médecine se développe à toute vitesse. Dans pas mal de pays, on voit désormais l'élevage de ces vers comme une occasion en or. Sur de petites fermes rurales au Vietnam, on peut gagner jusqu'à 1 500 $ américains par mois. C'est loin d'être négligeable. La Thaïlande n'est pas en reste. À Bangkok, un plat de vers peut coûter entre 5 et 10 $, attirant locaux et touristes en quête de découvertes originales. L'industrie des insectes comestibles explose, bien au-delà de l'Asie. Selon les prévisions, d'ici à 2030, le marché mondial atteindra 9,6 milliards de dollars américains. Les vers de cocotier commencent même à se faire connaître aux États-Unis et en Europe comme source de protéines éco-responsables. Certaines entreprises, en quête de solutions plus vertes, envisagent de les transformer en poudre protéinée ou en snack. D'ailleurs, leur élevage peut être durable. Il nécessite moins d'eau, de superficie et de nourriture que l'élevage traditionnel. Parmi les recettes les plus populaires, on trouve la consommation de vers vivants avec de la sauce de poisson. Oui. La friture qui leur donne un côté croustillant façon frites. Ou encore la cuisson au wok avec de la citronnelle et du piment. Dans certains endroits, on les réduit même en poudre protéinée ou on les incorpore à des snacks. C'est sûr, l'idée de bouffer des vers peut en dégoûter plus d'un. Mais leur popularité grandissante et leur rentabilité prouvent que ce n'est pas juste un délire exotique. Qui sait, peut-être qu'un jour, ils deviendront un apéro courant partout. Et toi, t'as déjà goûté ces vers de cocotier? T'as kiffé leur saveur? Raconte-nous tout dans les commentaires. Pour voir plus de contenu intéressant sur l'agriculture, abonne-toi à notre chaîne et balance un petit pouce bleu. Reviens vite pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Chaque année, au Japon, on consomme plus de 120 000 tonnes de poissons. Et une bonne partie ne finit pas à la poêle, mais en sashimi. Ces tranches fines d'un mets cru et délicat. Mais que se passe-t-il si une seule erreur peut coûter la vie? Dans cette histoire, on ne parle pas juste de la précision du filetage ou de la perfection des couteaux japonais. Tu vas voir comment fonctionne un système où même le poisson est tué de manière humaine et où les maîtres passent un examen en mangeant leur propre fugu. Ce n'est pas de la cuisine, c'est un rituel à la frontière entre la vie et la mort.
Les mers autour du Japon, ce n'est pas juste de l'eau. C'est une immense artère nourricière, d'où le pays tire chaque jour du poisson frais pour sa fierté gastronomique la plus célèbre, le sashimi. Tout commence dès la nuit. Dans les ports, les moteurs de bateaux spéciaux se mettent à ronronner. Ils sont équipés, non seulement de filets, mais aussi des systèmes de sonar les plus modernes. Les capitaines suivent les bancs de thon ou de maquereaux, comme si c'était une opération militaire. La précision, c'est la clé. Il faut attraper le poisson au moment idéal, quand il est le plus gras, le plus tendre et qu'il n'a pas subi de stress. Quand la cible est repérée, les filets et les harpons sont lancés à la vitesse de l'éclair. Tout se passe en quelques minutes. Un seul bateau peut remonter à son bord plus de 20 tonnes de poissons par sortie. Mais le plus important, c'est de préserver la fraîcheur. Dès que la prise arrive sur le pont, le poisson est immédiatement endormi avec de la glace. Ou alors, pour les variétés premium, on pratique la procédure ikejime, une mise à mort rapide par la moelle épinière, pour éviter que la chair ne se dégrade à cause du stress. Ensuite, c'est la course contre la montre pour le ramener à terre. Le poisson est chargé dans des camions frigorifiques et transporté directement vers les usines ou le marché aux poissons de Tokyo. Tout doit se faire en moins de 24 heures. Sinon, le produit n'aura pas le droit d'être appelé sashimi. C'est une règle stricte. Pendant que les bateaux de pêche sont encore en train d'accoster, le travail bat déjà son plein à l'usine. Dans une zone de réception spéciale, on dirait un laboratoire stérile, les équipes se préparent à inspecter chaque lot. Les conteneurs contenant la pêche fraîche sont immédiatement déplacés vers des sas réfrigérés, où la température est maintenue entre 0 et 2 degrés Celsius. Ici, pas de place pour l'improvisation. La qualité du poisson pour sashimi est contrôlée aussi rigoureusement qu'un produit pharmaceutique. D'abord, l'inspection visuelle, la couleur de la peau, l'éclat des écailles, la clarté des yeux. Ensuite, on mesure la température de la chair à l'intérieur du poisson. Elle ne doit pas dépasser 5 degrés. Dans le laboratoire juste à côté, on vérifie des échantillons pour détecter l'histamine et les parasites, car le poisson va être consommé cru. Pour certaines variétés, comme le thon rouge, les entreprises ont même des spécialistes qui dégustent le filet cru. Ils jugent au goût si la chair a la bonne texture, la bonne teneur en gras et le bon arrière-goût. C'est dire le niveau d'exigence. Si le lot passe le contrôle, il est accepté, pesé et étiqueté. Chaque poisson reçoit un code QR avec toute son histoire, où il a été pêché, quand, comment il a été conservé. Ça permet non seulement de tracer la qualité, mais aussi d'inspirer confiance aux gourmets les plus exigeants du Japon et du monde entier. Après avoir passé tous les contrôles, le poisson arrive dans l'atelier de découpe. C'est un véritable royaume de précision, de vitesse et de savoir-faire. Ici, tout brille d'acier. Les couteaux, les tables, les tapis roulants. Chaque mouvement est comme une danse parfaitement exécutée. Dans ces ateliers, travaillent des maîtres fileteurs spécialement formés, qui ont passé des années à maîtriser l'art de découper le poisson. Un seul thon de 200 kg peut être découpé en morceaux en quelques minutes, et pas un gramme de cette précieuse chair ne sera gaspillé. Le processus commence par une coupe grossière. On sépare la tête et la queue, on retire les viscères, puis on détache délicatement la peau. Ensuite, on file le poisson. On sépare les grands filets de l'arête centrale. Pour le sashimi, une texture parfaite est essentielle, donc la coupe doit être lisse et sans aucun dommage. Tout est fait à la main ou avec l'aide de machines semi-automatiques, mais les opérations les plus délicates, uniquement par les mains du maître. Dans certains cas, on utilise la technique japonaise spéciale de préparation, l'ikejime. C'est une méthode de traitement humaine et délicate qui permet de préserver au maximum la fraîcheur et la texture de la chair. Ces poissons traités ainsi coûtent plus cher et sont destinés aux clients les plus exigeants. Les chutes, les têtes et les arêtes ne sont pas jetées.
Elles sont immédiatement triées pour être réutilisées, pour faire des bouillons, des conserves ou de la nourriture pour animaux. Rien ne se perd. Tout le système est conçu pour une efficacité maximale et un grand respect du produit. Parlons maintenant à part du sashimi le plus cher et le plus dangereux. Il est coupé si finement que le motif de l'assiette apparaît à travers les tranches, comme à travers de la soie. Ce n'est pas juste du poisson, c'est le fugu, le mets le plus dangereux du Japon, un plat à la frontière entre la vie et la mort. Son poison est plus puissant que le cyanure. Une erreur du cuisinier, et ton dîner pourrait être le dernier. Le fugu, ou poisson globe, peut se gonfler quand il a peur. Grâce à l'air ou à l'eau, il se dilate en forme de boule pour effrayer les prédateurs. Mais le plus effrayant en lui, c'est l'invisible. Le foie, les ovaires, les intestins et même la peau contiennent de la tétrodotoxine, un puissant neurotoxique capable de paralyser les muscles et d'arrêter la respiration. Et il n'existe pas d'antidote connu. Flippant, non? C'est pourquoi, au Japon, la préparation du fugu n'est autorisée qu'aux cuisiniers spécialement formés. Pour obtenir une licence, ils suivent jusqu'à 3 ans de formation, étudient l'anatomie du poisson, s'entraînent à la découpe et passent un examen d'état. Seuls environ 30 candidats réussissent. Pendant l'examen, ils doivent découper correctement le poisson, le préparer et manger leur propre plat. C'est ça, le niveau. Le sashimi de fugu, c'est plus un rituel qu'un simple plat. Il est servi coupé en tranches extrêmement fines. Les morceaux sont presque transparents, disposés sur l'assiette en forme de fleurs de chrysanthème, un symbole traditionnel de la mort au Japon. Tout ça, c'est un rappel du danger qui se cache sous la beauté. Le goût du sashimi de fugu est incroyablement délicat, presque neutre. L'essentiel ici n'est pas le plaisir gustatif, mais l'expérience vécue et la confiance absolue dans le maître cuisinier. Parfois, les clients demandent une légère sensation de picotement. Cette sensation qui apparaît sur la langue quand un morceau de poisson touche la muqueuse avec une microdose de toxine, volontairement laissée par le chef. Mais ça, c'est jouer avec le feu. Dans les usines, le fugu n'est pas traité à grande échelle. Le risque est trop élevé. Certaines entreprises licenciées peuvent proposer des kits pour sashimi de fugu. De la chair nettoyée, préparée par un spécialiste certifié, emballée sous vide, en respectant toutes les normes. Mais même ces kits sont interdits dans de nombreux pays, à cause du danger qu'ils représentent. Au Japon, on peut déguster des plats à base de fugu dans des restaurants spécialisés, appelés teikei, où tous les cuisiniers ont la permission nécessaire. Un seul de ces dîners coûte entre 100 et 300 $, selon la saison et le type de poisson. Alors, combien seriez-vous prêt à payer pour risquer de mourir? Les fugus les plus prisés sont ceux pêchés en hiver. Leur chair est plus ferme et leur goût plus profond. Le poisson est pêché dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises. C'est principalement de la pêche artisanale, avec des filets d'eau spéciaux ou à la ligne. Une partie du fugu est élevée en ferme, où il est nourri avec une nourriture spéciale pour éviter l'accumulation de toxines. Mais même avec ce fugu d'élevage, on travaille avec la plus grande prudence. On ne plaisante pas avec le fugu. « 50 millions de $, c'est le prix que peut coûter un seul câble. Pas une grue, pas un navire, pas une plateforme de forage, juste un câble. Mais ce n'est pas une simple corde. C'est un élément d'un système extrêmement complexe, dont dépendent des vies humaines, des centaines de tonnes de marchandises et des projets de plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sont créés ces géants, faits de métal, de précision
et de tension. Prêt? Entrons dans les coulisses de la fabrication des câbles ultra résistants. On les utilise pour les grues maritimes qui soulèvent des modules sur les plateformes pétrolières, l'extraction minière, l'installation d'éoliennes en pleine mer, la construction de ponts et de gratte-ciel. Le matériau principal utilisé pour fabriquer ces câbles surpuissants est un acier au carbone fortement allié. Mais pas n'importe quel acier, un acier modifié, amélioré par des alliages. On y ajoute du chrome, du nickel, parfois du molybdène. Tout dépend de la future utilisation du câble. Par exemple, le chrome augmente la résistance à la corrosion, tandis que le nickel apporte solidité et ductilité. Ces additifs transforment le métal en une véritable armure d'ingénierie, capable de supporter des charges extrêmes, des changements de température, l'humidité marine et même le vieillissement mécanique. Mais pour que cet acier soit prêt à être tressé, il est d'abord préparé sous forme de fil. La première étape, le laminage. Les ébauches d'acier passent entre des cylindres, réduisant progressivement leur diamètre jusqu'à la taille exacte. Vient ensuite le temps de la trempe thermique. Le fil est chauffé à très haute température, puis refroidi brusquement pour lui donner la structure souhaitée. Ce processus rend l'acier à la fois dur et élastique. L'étape suivante, le revêtement. On le choisit en fonction des conditions d'exploitation. Un zingage pour la protection contre la corrosion ou une gaine polymère pour un travail en milieu agressif, comme l'eau de mer. Et même après toutes ces procédures, ce n'est pas encore un fil fini. Vient ensuite le calibrage par ordinateur. Chaque fil est vérifié par des machines de haute précision. On ne mesure pas seulement le diamètre au micron près, mais aussi les micro-courbures, la tension, la symétrie. Imaginez qu'un écart d'un seul centième de millimètre peut être critique, car des milliers de ces fils seront ensuite assemblés en un seul câble. Un seul segment faible devient un point de rupture potentiel. Et si le câble cède sous la charge? Cela signifie non seulement une panne, mais des pertes de plusieurs millions, l'arrêt d'un chantier, voire une menace pour des vies humaines. Après le calibrage, une fois que chaque fil métallique a subi son traitement thermique, sa vérification et son revêtement, l'une des étapes les plus spectaculaires commence. Le tressage du câble. Et non, il ne s'agit pas simplement de tordre des fils ensemble. C'est un système mathématiquement calculé de tension, d'angles et d'interactions de centaines d'éléments. La base de chaque câble est son âme. Elle peut être en acier ou en fibres organiques, selon l'usage. C'est autour d'elle que les spirales de fils d'acier sont déposées en couches successives. Chaque couche contient des dizaines, voire des centaines de fils, tous entrelacés dans un ordre strict. L'objectif principal est de répartir la charge uniformément sur toute la longueur et d'éviter les points faibles. Chaque câble a sa propre configuration, l'angle de torsion, le nombre de couches, la forme du profil. Pour plus de flexibilité, on utilise plus de fils fins. Pour plus de rigidité, moins, mais plus épais. Par exemple, un câble destiné à lever des équipements de forage doit résister non seulement à la traction, mais aussi à la torsion. Sa construction est donc bien plus complexe. Le tressage se fait sur de gigantesques machines carrousel. Elles tournent lentement, tout en tirant les fils de dizaines de bobines. Une seule de ces machines peut assembler un câble de plus de 100 mètres de long. En même temps, chaque fil est tendu, avec une force précisément définie. Un système automatique régule cette tension en temps réel. Si un seul fil est tordu, trop tendu, ou, au contraire, lâche, le câble peut perdre de sa résistance ou ne pas passer la certification. Tout le processus de tressage est accompagné d'une surveillance continue. Des capteurs enregistrent même les vibrations. En cas de défaillance, l'automate s'arrête. Le contrôle humain est minimal ici. Des spécialistes surveillent simplement la synchronisation générale et n'interviennent qu'en cas de situation anormale. Ce qui est intéressant, c'est que certains câbles ont une structure composite, une couche extérieure avec une isolation polymère ou un revêtement ignifuge, et à l'intérieur, des âmes métalliques aux propriétés différentes. On utilise ces câbles dans les grues de pompiers, le matériel militaire,
ou même sur les plateformes spatiales. Une fois le tressage terminé, le câble n'est pas encore considéré comme prêt à l'emploi. L'une des étapes les plus cruciales l'attend: les tests et la certification. C'est là que l'on découvre l'essentiel. Résistera-t-il à ce pourquoi il a été créé ou non? Le premier type de vérification, le test de rupture. Le câble est fixé entre deux énormes pinces hydrauliques, puis on commence à le tirer lentement avec une force incroyable. On ne parle pas de tonnes, mais de centaines de tonnes de charge qui augmentent progressivement. Le but est de déterminer sa limite de résistance maximale. Idéalement, le câble doit supporter une force 3 à 5 fois supérieure à celle qu'il devra porter dans des conditions réelles. Mais supporter la charge ne suffit pas. Il faut aussi un test de fatigue. Le câble est tendu et relâché à plusieurs reprises, simulant des cycles de travail réels, par exemple sur une grue de chantier ou une plateforme de forage. Sur des centaines de cycles, on étudie l'apparition éventuelle de micro-fissures, de déformations ou de changements de structure. On effectue également des tests de torsion séparée. Le câble est fixé et soumis à une rotation. C'est important pour les modèles qui travaillent en suspension, ou là où le vecteur de force change constamment. Si le câble se détord, s'effiloche ou se casse de l'intérieur, c'est un défaut. Une autre étape critique, les tests environnementaux. Le câble est immergé dans de l'eau salée, refroidi à moins 40 degrés Celsius, ou, au contraire, chauffé à 100 degrés. Certains subissent des tests de résistance aux rayons ultraviolets, aux produits chimiques ou même au feu. Car dans le cas des grues maritimes ou des mines, les conditions d'exploitation sont extrêmes. Et après tout cela, seuls quelques câbles obtiennent des certificats de niveau international. Par exemple, le Lloyd's Register ou le DNV-GL. Ces documents attestent que le câble peut être utilisé dans la construction navale, sur les plateformes pétrolières ou dans l'industrie de la défense. Chaque câble porte un numéro individuel, lié au protocole de test. Dans certains cas, on indique même son pedigree, c'est-à-dire de quelle usine métallurgique provient l'acier de chaque fil. Quand le câble a passé tous les tests, il est enroulé en d'immenses bobines, de 20, 50, voire 100 mètres, et transporté sur des plateformes spéciales. Une seule de ces bobines pèse plusieurs tonnes. Sur site, le câble est monté avec une précision millimétrique, à l'aide de grues hydrauliques, de systèmes d'alignement et de spécialistes qui supervisent chaque étape. Ce n'est qu'après une dernière vérification que le câble est mis en service, et il commence à travailler là où l'erreur n'est pas permise. Chaque minute dans le monde, plus de 20 transformateurs sont mis en service, des plus minuscules aux géants pesant des centaines de tonnes. Mais peu de gens savent comment naît cette machine énergétique en acier. À l'intérieur d'usines secrètes, où l'air est plus pur que dans un bloc opératoire, la précision ne se mesure pas en millimètres, mais en microns. Ici, on découpe de l'acier plus fin qu'une carte de crédit, on enroule des centaines de mètres de cuivre, et on assemble le tout pour former le cœur vibrant du réseau électrique. Mais il y a un détail sans lequel le transformateur est condamné. Et, curieusement, même les ingénieurs n'en parlent pas. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Les transformateurs sont fabriqués dans des usines spécialisées en électrotechnique. Ce sont d'immenses complexes industriels, où la pureté de l'air est aussi cruciale que la précision au micromètre près. Ces usines sont réparties dans le monde entier, mais certains pays sont leaders: l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud. Ce sont généralement des entreprises à intégration verticale. On y conçoit, on découpe l'acier, on bobine les enroulements, on remplit d'huile et on teste les produits, tout sur un seul et même site. Dans les grandes usines de transformateurs, tout commence au bureau d'études. C'est ici, derrière les écrans d'ordinateur, que les ingénieurs créent le cœur du futur géant. Chaque transformateur est conçu sur mesure, en tenant compte de la tension, de la puissance, des conditions d'exploitation, du climat et même du niveau de pollution de l'air dans la région. C'est un équipement qui doit s'intégrer parfaitement
dans un réseau électrique spécifique. Une fois les plans prêts, la production est lancée. Dans la même usine, dans les ateliers adjacents, on commence à préparer les composants. On découpe l'acier au silicium pour le circuit magnétique, on bobine les enroulements en cuivre ou en aluminium pour les systèmes haute et basse tension, on prépare les cuves, les traversées, les systèmes de refroidissement. Avoir tout cela sur un seul site est un avantage énorme, car moins il y a de chaînes d'approvisionnement, moins il y a de risques de retard ou d'erreur. Et aussi, l'équipe est soudée. L'ingénieur qui a conçu le transformateur peut à tout moment se rendre dans l'atelier pour vérifier comment sa machine est assemblée. Le circuit magnétique du transformateur commence avec de l'acier électrique à grains orientés, laminé à froid, un matériau spécial à haute perméabilité magnétique. Il arrive à l'usine sous forme de bobines géantes, semblables à des escargots métalliques pesant plusieurs tonnes. On les déroule avec précaution et on les introduit dans des lignes de refendage longitudinales. La bande d'acier fait 1 mètre de large et seulement 0,35 mm d'épaisseur. C'est plus fin qu'une carte de crédit. Elle passe à travers des rangées de lames rotatives. Les machines la découpent en fines bandes, les futures pétales du noyau magnétique. C'est crucial. Chaque coupe doit être parfaitement nette, sans bavure ni micro-fissure. Sinon, le circuit magnétique fonctionnera avec des pertes. Une autre nuance, l'orientation des grains. Dans l'acier électrique, les grains sont orientés, ce qui signifie qu'il conduit mieux le champ magnétique le long d'un certain axe. La direction de la coupe doit donc être rigoureusement contrôlée, sinon le transformateur vrombira ou surchauffera. Après la découpe longitudinale, les bandes sont triées et assemblées en paquets. Vient ensuite l'étape de la découpe transversale et du formage des fenêtres et des angles pour l'assemblage du noyau. Une fois que toutes les bandes d'acier sont découpées, l'assemblage du circuit magnétique commence. C'est l'élément clé qui conduit le champ magnétique variable entre les enroulements du transformateur. Il est assemblé pour former un noyau rectangulaire fermé, avec 2 colonnes verticales et des traverses supérieures et inférieures, appelées culasses. Le processus d'assemblage ressemble à un puzzle géant. Les tôles d'acier sont empilées par couches, en alternant les segments longs et courts pour que les joints ne coïncident pas. Cela réduit les pertes d'énergie, minimise le bruit et confère à la structure sa solidité. Chaque tôle a sa place précise. Des systèmes automatisés veillent à ce que l'ordre ne soit pas perturbé. Il existe 2 méthodes d'assemblage. L'assemblage à fenêtre, où l'on monte d'abord le circuit magnétique comme un cadre avant d'y insérer les enroulements, et l'assemblage à colonne, où les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales avant de monter les culasses. Chaque approche a ses avantages, selon le type de transformateur. Pour rendre la structure aussi dense que possible, les couches sont compactées à l'aide de presses vibrantes. C'est un peu comme du damage, mais en beaucoup plus délicat, car on travaille avec un matériau sensible à la déformation. Ensuite, le tout est serré à l'aide de cadres de pressage, ou de bandages spéciaux qui supportent un poids de plusieurs tonnes. À ce stade, le circuit magnétique ressemble à un rectangle d'acier massif, mais impeccablement assemblé. À l'intérieur, des ouvertures sont prêtes à accueillir les enroulements. Et bien qu'il ne soit pas encore branché, il vit déjà du potentiel de l'énergie future. Les enroulements, ce sont les artères du transformateur par où circule l'électricité. Pour les fabriquer, on utilise du cuivre ou de l'aluminium, des métaux à haute conductivité électrique. Il s'agit souvent d'un fil épais ou même d'un ruban de cuivre pouvant atteindre plusieurs centimètres de large. Tout dépend de la puissance du futur transformateur. Le processus commence par le dévidage du fil depuis des bobines spéciales. Il est acheminé vers des machines à bobiner, des machines de haute précision capables de former des centaines de spires avec une exactitude micrométrique. Le bobinage peut être cylindrique, c'est-à-dire en plusieurs couches circulaires, ou en galettes, sous forme de crêpes aplaties. Les ingénieurs calculent à l'avance la forme et le nombre de spires, pour que le transformateur ait les caractéristiques électriques requises. Tension, courant, inductance. Entre chaque couche,
on intercale obligatoirement une isolation, en papier, en vernis ou en carton pressé. Le tout est imprégné d'un composé spécial qui, après séchage, se transforme en un revêtement protecteur solide. Une telle structure supporte non seulement des températures élevées, mais aussi des tensions de plusieurs dizaines de milliers de volts. À ce stade, le travail manuel est souvent nécessaire. Par exemple, pour poser les cales, aligner les spires ou souder le début et la fin de l'enroulement. Les opérateurs travaillent avec des gants spéciaux, car la graisse des doigts pourrait abîmer l'isolation. Les enroulements finis ressemblent à de puissants tonneaux de cuivre ou à des sandwichs de fils et d'isolants. On vérifie leur solidité, leur résistance et leur précision, avant de les monter dans le cœur d'acier du transformateur, le circuit magnétique. Après le bobinage des enroulements, on passe à l'assemblage de la partie active du transformateur. C'est comme monter un puzzle électrique géant, où chaque élément doit s'emboîter parfaitement à sa place. Au centre se trouve le circuit magnétique. C'est un sandwich multicouche de fines tôles d'acier qui ont déjà subi la découpe, le polissage et un traitement anti-corrosion. Elles sont assemblées pour former un noyau rectangulaire ou arrondi qui conduit le champ magnétique entre l'enroulement primaire et le secondaire. Les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales du circuit magnétique. Ils peuvent être soulevés par une grue, car chacun pèse des dizaines, voire des centaines de kilogrammes. Entre les enroulements et le circuit magnétique, on laisse des espaces qui seront ensuite comblés par des cales isolantes ou de la résine. Cela protège le transformateur des courts-circuits et des surchauffes. De plus, on ménage dans toute la structure des canaux pour la circulation de l'huile ou de l'air, car le système de refroidissement doit fonctionner impeccablement. Viennent ensuite la soudure des contacts, le montage des isolateurs et des barres conductrices. Et voilà, le transformateur est presque prêt. Il n'est pas encore emballé dans sa cuve d'huile, mais il est déjà là, en cuivre, en acier, composé de millions de spires et de kilogrammes d'énergie potentielle. Chaque seconde, dans le monde, plus de 300 mètres de fils émaillés voient le jour. C'est assez pour entourer un gratte-ciel, et il en resterait encore pour un transformateur. Mais tout ne commence pas dans un entrepôt ou un laboratoire, mais avec une tige lourde et brute, un crayon de cuivre de 45 kg. On l'étire, on la presse, on la cuit, et on la recouvre de couches microscopiques d'émail à une température de 500 degrés. Ce n'est pas juste de la production, c'est une bataille pour l'endurance, la flexibilité et la conductivité. Aujourd'hui, tu vas voir comment se forme le système nerveux du monde moderne. Le fil qui transporte le courant, fait tourner les machines et construit l'avenir. Tout ne commence pas par de l'éclat, mais par du brut, une tige de cuivre grossière, épaisse comme un crayon, lourde comme un haltère, 8 mm de diamètre, plus de 45 kg. Mais elle est destinée à devenir un conducteur fin et flexible, presque un cheveu, capable de supporter la tension et le temps. Pour y arriver, on étire la tige à travers une série de trous en acier, appelés filières. C'est une machine à tréfiler, une machine qui ressemble à une bête musclée, qui tire le cuivre avec une telle force que le métal commence à changer de nature. À chaque filière, le fil devient plus fin et plus long, comme un souvenir qui s'étire dans le temps. La température monte. Le frottement est dingue. Sans refroidissement, le cuivre se mettrait simplement à bouillir. Alors, le fil est constamment arrosé d'eau ou de lubrifiant. Le bruit dans l'atelier est tel qu'on a l'impression d'être tombé dans la gorge d'un géant. Mais c'est précisément ici que se forme le cœur de n'importe quel moteur, transformateur ou bobine. C'est ici que tout se joue. Le fil sera-t-il dur et cassant ou flexible et résistant? Car le vrai fil, ce n'est pas celui qui brille, c'est celui qui a tenu bon.
Après que le fil de cuivre a survécu à la presse de tréfilage, il reste un peu traumatisé. Il y a en lui une fatigue microscopique, une tension interne, une fragilité. Il est tendu à l'extrême, comme les nerfs pendant une deadline. Si on laissait les choses en l'état, il se casserait au moment le plus crucial. Alors, on l'envoie dans un four de recuit, un long tunnel chaud à travers lequel le fil passe, comme au purgatoire. À l'intérieur, près de 400 degrés Celsius. Une chaleur de folie. Le four fonctionne à l'hydrogène ou avec un gaz inerte pour que le cuivre ne s'oxyde pas. Car il suffirait que l'air le touche dans cet état et une couche terne et impardonnable apparaîtrait sur sa surface brillante. Le fil est chauffé jusqu'à devenir mou, jusqu'à cette limite où la structure du métal change et toutes les cassures, fragiles au niveau moléculaire, disparaissent. Le cuivre devient malléable, comme une pâte bien pétrie. Il est de nouveau prêt à se plier, à s'enrouler, à transmettre de l'énergie. L'opérateur près du four surveille la température, comme un grand-père surveille sa soupe, avec attention, sans se presser. Il le sait, ici, on ne peut pas trop cuire. Et on ne peut pas sous-cuire non plus. Tu te souviens de ce moment dans les films, quand le héros enfile son armure avant le combat final? C'est exactement ça. Le cuivre a passé l'épreuve de la pression et du feu. Et maintenant, il est temps de le rendre isolé, mais pas enfermé. Protégé, mais conducteur. L'émail entre en scène. Ce n'est pas l'émail des casseroles. C'est un vernis spécial, transparent, fin comme un souffle, mais solide comme le roc. Sa formule, c'est le secret de l'usine. Des polymères thermorésistants qui peuvent supporter la chaleur, le froid, le courant et le temps. Le processus commence par un bain ou une buse, où le fil de cuivre passe à travers l'émail liquide. Vite, instantanément, sans s'arrêter. Ensuite, le four, un autre. Cette fois, pas pour nettoyer, mais pour cuire le revêtement. Température, près de 500 degrés. L'émail se polymérise, c'est-à-dire qu'il se transforme littéralement de liquide en un revêtement protecteur solide. Microscopique, mais fiable. Mais une seule couche, ça ne suffit pas. On répète le processus. Encore un bain, encore un four. Et encore, jusqu'à 15 fois, jusqu'à ce que la couche soit parfaite, sans coulure, sans bulle. Et pendant tout ce temps, le fil se déplace à une vitesse de 50 km/h. C'est comme enrouler du fil sur une bobine, à bord d'une Formule 1. Les opérateurs sont devant leur pupitre de commande. Ils regardent des écrans avec une précision microscopique. Un seul reflet suspect, et le lot est défectueux. Un seul défaut microscopique, et le cuivre ne pourra pas supporter le courant dans le moteur d'un avion ou le chargeur d'une voiture électrique. C'est un travail d'orfèvre, mais pour des géants. Car le fil émaillé, ce n'est pas juste un conducteur, c'est le système nerveux du monde. Et chacune de ces couches, c'est comme une promesse que le courant arrivera là où il faut. On a donc un fil fin, parfaitement rond, avec une couche d'émail parfaite. Mais pour l'instant, l'émail, c'est juste du vernis. Il ne sait pas encore ce que c'est que l'endurance. Il est mou, vulnérable. Et le monde de l'électricité ne pardonne pas aux faibles. Le fil entre dans les fours de traitement thermique. Ce sont des sortes de grille-pain géants, mais au lieu du pain, il y a du cuivre, et au lieu du fromage, des polymères. La température est d'environ 500 degrés. À l'intérieur, une atmosphère contrôlée à la molécule près, souvent de l'azote ou de l'hydrogène, pour empêcher l'émail de s'oxyder ou de changer de structure. Dans le four, l'émail se polymérise complètement. Il devient dur comme du verre, mais flexible. Il devient un bouclier qui ne se fissurera pas à l'enroulement. Il devient une gaine qui supporte la tension, comme un guerrier encaisse un coup. Le four, il est long. Le fil se déplace à travers lui en douceur,
avec une précision mathématique. Sur chaque centimètre, son propre microclimat. Le système de contrôle vérifie la température, l'humidité, la vitesse de déplacement. Si on se trompe, ne serait-ce que sur un point, au lieu d'un superfil, on obtient une belle pellicule inutile. Il n'y a pas de fumée, mais il y a de la chaleur. Il n'y a pas de feu, mais il y a un four. Il n'y a pas de bruit, mais il y a de la tension, car c'est le moment même où tout se décide. Quand le fil sort du four, ce n'est plus juste du cuivre dans du vernis. Il est prêt. Prêt pour les bobines des moteurs, des transformateurs, des générateurs. Prêt à être le cœur de n'importe quelle machine qui respire l'électricité. Dès que le fil sort du four chaud, il brille littéralement. Pas au sens figuré, mais physiquement. Mais attendre simplement qu'il refroidisse, ce n'est pas notre méthode. Ici, tout est synchronisé, comme l'atterrissage d'une navette spatiale. On le fait passer immédiatement par des sections de refroidissement. Le plus souvent, un refroidissement à l'air ou à l'eau. Dans le premier cas, de puissants ventilateurs qui soufflent comme un ouragan. Dans le second, de fines douches d'eau qui enveloppent le fil, comme une brume matinale. Parfois, on utilise aussi un refroidissement à l'huile, si on a besoin d'une douceur particulière. Mais il y a une nuance. L'émail après la polymérisation est encore chaud et un peu fragile. On ne peut pas le choquer avec un changement de température brutal. C'est pourquoi la température et l'intensité du refroidissement sont super précises. C'est presque un processus méditatif. Réduire la chaleur, mais sans tuer l'esprit. Juste après le refroidissement, la lubrification. C'est comme la touche de brillance finale après le séchage des cheveux. Le fil passe à travers un bain d'huile microscopique ou un système de pulvérisation. Le lubrifiant réduit le frottement lors de l'enroulement, protège contre les rayures et ajoute ce brillant qu'on voit sur les bobines dans les usines. Tout est automatique, sans faux mouvement. Car la moindre négligence, et il faudra jeter le fil. Et ça peut représenter jusqu'à 16 km de fil sur une seule bobine. Des chariots automatiques ou des convoyeurs récupèrent les bobines de la ligne d'enroulement. Certaines entreprises utilisent des bras robotisés qui soulèvent la bobine délicatement, comme un chaton nouveau-né, même si elle pèse 135 kg. Des milliers de tonnes de pression. Une vitesse de plus de 60 mètres par seconde. Et aucun droit à l'erreur. Au cœur d'une usine étincelante, où le grondement des presses se mêle au bruissement du métal, naît un matériau indispensable dans toutes les cuisines, les hôpitaux et même les fusées spatiales. C'est la feuille d'aluminium, plus fine qu'un cheveu humain, mais solide comme une armure. Comment transformer un lourd bloc d'aluminium en une bande brillante presque transparente? Comment atteindre une épaisseur parfaite de 6 microns, sans plis, fissures ou taches? On va te montrer comment, à partir de métal en fusion, naît la feuille d'aluminium qui conserve la chaleur, la stérilité et même la vie. Regarde bien, tu vas découvrir comment naît la plus fine arme de notre quotidien moderne. Tout commence avec un métal brillant qui a l'air d'avoir été tout juste sorti d'un lac d'argent des dieux. En réalité, c'est de l'aluminium recyclé, canettes de boisson, vieilles structures ou de la matière première issue de la bauxite. On le jette dans d'immenses fours industriels où règne une température d'environ 660 degrés, le point de fusion de l'aluminium. À l'intérieur, il ne fait pas juste chaud, c'est l'enfer. Le métal se transforme lentement en une masse liquide brillante
qui ressemble à un miroir fondu. Et c'est là que la magie opère. On ajoute des alliages spéciaux, silicium, cuivre ou manganèse, pour donner à la feuille la dureté, l'élasticité et la résistance thermique nécessaires. C'est en gros la première recette de ce qu'on appellera plus tard la feuille d'aluminium parfaite. Toute cette masse brûlante est versée dans des poches de coulée spéciales, qui partent ensuite vers l'étape suivante. Mais avant de les laisser passer, les opérateurs prélèvent des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est exacte, qu'il n'y a pas d'impureté dans le métal liquide et que la température est parfaite. Ce qui est cool, c'est qu'à cette étape, les systèmes automatisés entrent souvent en jeu. Des capteurs spéciaux contrôlent la température et un logiciel envoie un signal si quelque chose ne va pas. D'énormes fours à induction peuvent contenir jusqu'à 100 tonnes de métal en une seule fois. Une seule de ces coulées, c'est des centaines de kilomètres de futures feuilles d'aluminium. Impressionnant! L'aluminium, brûlant comme le soleil, qui vient de quitter le four de fusion, ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Emballage de chocolat, casque d'astronaute ou barbecue de jardin. Mais la prochaine étape est claire, le coulage en lingots, ces gros blocs rectangulaires à partir desquels commencera le voyage vers la feuille d'aluminium. Le métal liquide est versé dans des machines de coulée en continu spécial. Elles le refroidissent instantanément, d'une température de plus de 600 degrés à 60 degrés, formant des blocs massifs pouvant atteindre 8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas encore une feuille, pas une bande, juste une ébauche. Mais elle doit déjà être parfaitement homogène, car la moindre petite bulle d'air ou particule étrangère dans la structure, et la feuille craquera plus tard, comme les nerfs avant une deadline. Le contrôle qualité ici est aussi de haute précision. À cette étape, on utilise des diagnostics par ultrasons, un peu comme ceux qu'on fait aux femmes enceintes. Sauf que, au lieu d'un bébé, il y a une future feuille d'aluminium. On cherche les défauts internes, micro-fissures, cavités, défauts de remplissage. Dès que les lingots refroidissent, ils sont envoyés pour un traitement mécanique. On égalise la surface, on la polit, on la marque. Ils ne sont plus anonymes. Chaque lingot a son numéro, son histoire et ses caractéristiques. On peut suivre son parcours depuis la coulée jusqu'au rouleau de feuilles d'aluminium fini. Et pendant qu'un lingot part au laminage, un autre est déjà en train de naître. La coulée ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause ni jour férié. Car le monde a besoin de feuilles d'aluminium pour cuire les patates au four, conserver les médicaments et dans certains cas, pour réfléchir les rayons du soleil en orbite terrestre. Alors, le géant d'aluminium part se reposer, mais pour très peu de temps. La première vraie épreuve l'attend, le laminage à chaud. Le lingot est chauffé à nouveau, cette fois-ci jusqu'à 400 degrés Celsius. Il n'est pas encore fondu, mais déjà malléable, comme de la pâte à ravioli. Après ça, il passe à travers d'énormes laminoirs, des cylindres d'acier, grands comme une pièce, qui le compressent avec une force gigantesque, transformant le bloc encombrant en une longue bande brillante. C'est un peu comme étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, sauf que le rouleau tourne à une vitesse allant jusqu'à 100 mètres par minute. Et la force de pression, c'est des centaines de tonnes. À chaque passage, la feuille devient plus fine et plus longue. Si au début son épaisseur étant de presque 60 cm, après quelques passages d'achaux, elle est inférieure à 10 mm. Ce n'est pas encore de la feuille d'aluminium, mais ça ressemble déjà beaucoup à quelque chose de familier. De grandes feuilles brillantes, qui refroidissent
et sont enroulés en bobines, pouvant atteindre 150 mètres de long. Et tu sais ce qui est génial? Le laminage à chaud, ce n'est pas juste une simple compression physique. Ce qui compte ici, c'est la structure du grain du métal, son élasticité, sa tension interne. C'est pourquoi le laminage est contrôlé par des ordinateurs spéciaux avec des capteurs de température et des mesureurs d'épaisseur laser. Si quelque chose ne va pas, la ligne s'arrête. Les bobines refroidies sont placées dans des rayonnages spéciaux, comme du champagne dans une cave. Là, elles se reposent un peu, évacuant le stress du laminage, pour ne pas craquer ensuite à mi-chemin du supermarché. Après le laminage à chaud, la bobine d'aluminium ressemble à une tôle de toit de supermarché. Rugueuse, même si elle brille. Mais tu ne peux pas encore appeler ça de la feuille d'aluminium. Il faut la magie de la précision. Et cette magie, c'est le laminage à froid qui l'a créée. Cette fois, on ne réchauffe pas le métal. Au contraire, la bande est passée dans des laminoirs de haute précision, à température ambiante, où elle est comprimée encore plus fort par les rouleaux. La chaleur n'est pas nécessaire, car après le chauffage et l'étirement précédent, l'aluminium est devenu suffisamment plastique pour se plier sous la force même sans réchauffement supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. L'épaisseur diminue jusqu'à 0,2 mm et parfois encore plus finement. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Imagine qu'une feuille aussi fine puisse être enroulée en une bobine longue de 20 km. Et tout ça à partir d'une seule ébauche. Le processus ressemble à un jeu délicat entre les rouleaux d'acier et le métal fragile. Mais la moindre erreur, et la feuille se déchire ou se froisse. C'est pourquoi le contrôle est presque de l'orfèvrerie ici. Ultrasons, lasers, scanners optiques. Tout travaille en synchronisation pour que la bande reste parfaitement droite, lisse, sans micro-fissures, ni bosses. Et un autre détail, le brillant miroir de la feuille d'aluminium. Ce n'est pas de la peinture ou du vernis. C'est le résultat du laminage par paire. Deux feuilles ensemble, les côtés brillants vers l'extérieur. Celles qui sont en contact avec les rouloirs deviennent mates et les extérieures brillantes. Ensuite, on les sépare simplement. D'ailleurs, c'est précisément dans ce processus que naissent la feuille d'aluminium ménagère, l'emballage pharmaceutique, la feuille pour les yaourts, le chocolat, le café, et aussi la feuille isolante pour l'espace et les voitures électriques. Tout ça, c'est le même matériau, juste traité et coupé différemment. Et dès que la feuille atteint l'épaisseur voulue, elle est trempée dans des fours pour éliminer les tensions internes et préparée pour l'étape finale, la découpe et l'emballage. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 20 milliards de kilos de viande de poulet. C'est une échelle difficile à imaginer. Mais comment un simple poulet se transforme-t-il en ce morceau appétissant qui arrive sur votre table, au restaurant ou à la maison? Aujourd'hui, on va lever le voile sur les secrets de la production industrielle de poulet, de la sélection automatique jusqu'à cette croûte croustillante qui a conquis des millions de fans de KFC. Vous allez découvrir comment les technologies modernes, les robots et l'intelligence artificielle garantissent la qualité parfaite de chaque morceau. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un processus de haute précision, où chaque étape est contrôlée, prêt à tout voir de vos propres yeux. Vous aimez le poulet frit de KFC autant que moi? Eh bien, tout commence avec une matière première de qualité. Les poulets sont fournis par de grandes entreprises agricoles américaines qui respectent des normes de sécurité et de qualité super strictes. Une fois arrivés à l'usine, les poulets passent par une série d'étapes de traitement automatisées et contrôlées qui assurent une qualité et une sécurité irréprochables du produit.
D'abord, les poulets sont déchargés et dirigés vers des chaînes de convoyage où commence une inspection automatique. Avec des caméras haute résolution et des capteurs, on vérifie l'aspect extérieur des carcasses, absence de blessures, conformité de la taille et du poids. Des systèmes d'intelligence artificielle analysent les images et écartent les produits non conformes, garantissant que seules les carcasses de qualité passent aux étapes suivantes. Ensuite, c'est l'étape de la plumaison. La volaille est plongée dans de l'eau chaude pour ramollir les plumes. La température doit être d'environ 60 degrés, donc c'est vraiment de l'eau bouillante. Puis, des machines automatiques avec des brosses rotatives et des systèmes d'aspiration enlèvent les plumes rapidement et efficacement. Ces installations peuvent traiter jusqu'à 10 000 carcasses à l'heure, ce qui rend le processus incroyablement productif. Après la plumaison, les carcasses subissent un traitement sanitaire, un lavage dans plusieurs chambres avec de l'eau purifiée, où on élimine les restes de saleté et les bactéries. L'étape suivante, c'est la découpe des carcasses en morceaux. Grâce à des découpeuses automatiques de haute précision et à des systèmes robotisés, on sépare les cuisses, les ailes, les poitrines et les autres parties. Chaque morceau passe un contrôle de poids et de qualité pour correspondre aux standards. Le poids de chaque partie est enregistré et l'information est envoyée au système de gestion de la production. En parallèle, on effectue des contrôles de sécurité microbiologique. Des échantillons aléatoires sont analysés en laboratoire pour garantir l'absence de pathogènes. Toute la production est ensuite étiquetée, emballée et dirigée vers la marinade ou la congélation. Ensuite, le poulet est mariné dans une saumure ou du bas beurre, lait ribot, pour que la viande reste bien juteuse. Puis, chaque morceau est enrobé dans le mélange secret de 11 herbes et épices, qui est divisé en 2 parties et mélangé seulement juste avant de paner. Ça, c'est pour garder la recette secrète. Le poulet pané est ensuite frit dans une friteuse spéciale sous pression à une température d'environ 185 degrés pendant 7 ou 10 minutes. Cette méthode permet de conserver le moelleux de la viande et la panure devient croustillante et super parfumée. Après la friture, le poulet est refroidi et emballé, prêt à être livré dans les restaurants du monde entier. Mais si vous êtes plutôt bœuf, il est temps de jeter un œil à la fabrication du Big Mac chez McDonald's. Pour créer ce goût légendaire, McDonald's utilise uniquement du bœuf 100% frais provenant de fournisseurs certifiés, qui respectent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées. La viande subit un contrôle rigoureux dès la ferme, puis à l'usine. Elle est hachée et transformée en steak, pesant exactement 45,4 grammes. La taille parfaite pour le burger classique. Pour conserver la fraîcheur sans aucun conservateur, les steaks sont rapidement congelés à une température de moins 18 degrés, ce qui permet de préserver leur jutosité et leur goût naturel. Les pains pour le Big Mac sont cuits sur de grandes lignes automatiques, où la pâte est pétrie avec des ingrédients naturels, façonnés et parsemés de graines de sésame. La cuisson se fait à une température d'environ 220 degrés, ce qui donne une texture tendre et moelleuse et un arôme agréable. Ces pains, c'est la base idéale qui se marie harmonieusement avec les autres ingrédients. Les légumes, laitue iceberg fraîche, oignons, cornichons marinés, sont soigneusement lavés et coupés, puis conservés dans des conditions optimales pour rester croquants et frais. Le fromage est coupé en fines tranches et la sauce est préparée selon une recette secrète qui ajoute ce goût inimitable. Dans les restaurants, les steaks sont grillés sur un grill à double plaque chauffante à une température de 218 degrés pendant seulement 42 secondes. C'est le temps exact qu'il faut pour obtenir une croûte appétissante à l'extérieur, tout en gardant la viande juteuse à l'intérieur. Ensuite,
les employés assemblent rapidement et avec soin le Big Mac. Pain du bas, sauce, oignons, laitue, fromage, steak, pain du milieu, on répète les couches, et le pain du haut. Tout le processus, de la congélation des steaks à la présentation du burger fini, ne prend que quelques minutes pour que chaque client reçoive un Big Mac chaud, frais et délicieux. C'est pour ça que ce burger, depuis plus de 50 ans, reste le symbole adoré de la restauration rapide et de qualité pour des millions de gens dans le monde. Saviez-vous que la pizza pepperoni chez Domino's, on la prépare depuis 65 ans? C'est à cette époque que deux frères ont acheté une petite pizzeria aux États-Unis, dans la ville d'Ypsilanti. Les frères ont payé un acompte de 75 $ et ont emprunté 500 $ pour couvrir les frais suivants. Les frères promettaient que chacun recevrait sa pizza en 30 minutes. Cette règle est restée inchangée jusqu'à aujourd'hui. Tout commence avec la pâte. La farine est mélangée avec de l'eau, de la levure, du sel et de l'huile dans de grands pétrins industriels. On laisse la pâte lever dans des conditions d'humidité et de température contrôlée pour qu'elle devienne moelleuse et élastique. Ensuite, on la divise en portions, on forme des disques avec des presses et on les refroidit rapidement pour conserver leur fraîcheur. La sauce tomate est préparée avec des tomates fraîches qui sont lavées, pelées et réduites en purée. La mozzarella est râpée et le pepperoni est coupé en fines tranches. Sur la base de pâte, on étale la sauce, on parsème de fromage, on dispose le pepperoni et on enfourne à une température d'environ 260 degrés pendant quelques minutes. Résultat, une pizza croustillante et parfumée, avec du fromage filant et des tranches de pepperoni bien relevées. Domino's Pizza, c'est la plus grande chaîne de pizzerias au monde, qui produit environ 1 milliard de pizzas chaque année à travers le globe. Leur tout nouveau centre de production de pâtes automatisé en Indiana est capable de fabriquer jusqu'à 50 lots de pâtes par jour, ce qui correspond à environ 88 000 pizzas quotidiennement. Impressionnant, non?